Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Les incontournables pour le cycle moyen. En même temps, ça me fait très plaisir aussi de souhaiter la bienvenue à notre formatrice Elfaïza Hakimi. Bonjour Elfaïza. Bonjour Louis, merci pour l'invitation. Je suis contente d'être là pour animer cette présentation. Merci. Alors, ben oui, et voici quelques consignes par rapport à cette formation aujourd'hui. Alors, pour débuter, veuillez noter que cette formation est enregistrée et que l'enregistrement se retrouvera sur le site du Centre Franco au cours des prochaines semaines. Durant la formation, on vous demande de ne pas utiliser de modules ou d'appareils ou d'applications reliés à l'intelligence artificielle qui vous permettraient d'enregistrer globalement la formation. Cela afin de respecter les droits d'auteur. Au cours de la formation, si vous avez des questions ou des commentaires, nous vous encourageons à utiliser soit la boîte de clavardage ou encore le micro. En parlant de micro, je suis très content de voir que tout le monde a mis son micro en mode sourdine. Merci. C'est une bonne pratique à adopter lorsqu'on se retrouve en mode virtuel. Enfin, le Centre Franco aimerait remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Voilà, les consignes sont dites. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. El Faiza, c'est à toi. Merci Louis pour cette belle présentation et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter certaines ressources du Centre Franco et ça s'inscrit dans les instituts d'été 2025. Donc l'intitulé est Les incontournables pour le cycle moyen. Je vais commencer par, bien sûr, la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons connus sous le nom de Oniatorio, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Et c'est référé, bien sûr, au traité. J'aimerais tout d'abord me présenter. Bien sûr, ça a été dit par lui. Ben, il m'a vraiment bien présenté. Je suis une enseignante chevronnée à Viamonde. J'ai eu l'occasion d'animer aussi ce mois-ci déjà avec Monsieur Yann une présentation sur l'intelligence artificielle. Et donc cette fois-ci, je vais vous présenter certaines ressources. Je vois que vous êtes nombreux. Je suis contente de voir que pour une dernière journée, vous êtes nombreux. Et j'aimerais vraiment voir, moi je vis à Windsor, j'aimerais bien voir d'où vous venez. Si vous pouvez juste écrire sur le clavardage, ça me laisserait un peu ça me donnerait une idée d'où vous venez, si vous voulez bien. Donc, Sudbury, Ottawa, wow. Barrie, North Bay, wow. Toronto, Nord-Est, Woodstock, pas très loin. Wow, Toronto, Ottawa, Sturgeon Falls, Marignal. Wow, excellent. Ah ben, ravi de vous avoir aujourd'hui pour cette dernière journée concernant les instituts d'été, donc 2025. Je vais tout commencer par les résultats d'apprentissage. Qu'est-ce que nous recherchons à travers la présentation de ces ressources? C'est que c'est conçu pour le personnel enseignant du cycle moyen. Je ne l'ai pas dit, mais j'enseigne pour la 4-5, donc le cycle moyen, ça me parle surtout. En Ontario français, cette formation qui se veut virtuelle met en lumière certaines ressources que vous pouvez utiliser et qui serait peut-être essentiel de voir leur pratique dans votre salle de classe. Ces outils sont conçus précisément pour répondre aux réalités de nos classes, mais aussi du curriculum ontarien qui a quand même changé depuis, comme celui du français et aussi bien avant celui du maths.
des mathématiques. Donc, c'est vraiment des ressources qui peuvent apporter une valeur ajoutée. Les participantes et les participants que vous êtes découvriront la façon d'intégrer ces ressources dans votre planification quotidienne, et elles sont nombreuses, planification d'urgence, planification annuelle, donc ceci, ça nous parle, et tout en explorant les stratégies d'enseignement qui se veut différencié, qui se veut inclusif, qui se veut collaboratif et qui est axé sur les compétences. Donc, c'est une occasion, j'espère, qui va vous apporter un plus aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais commencer donc à introduire, et je le viens de le dire, à présenter certaines ressources et à donner des exemples. Je voulais vraiment mettre la lumière sur, il y en a 4, on va les voir au fur et à mesure, et voir comment on peut les pratiquer et les mettre à profit pour l'enseignement qu'on fait et aussi pour l'apprentissage de nos élèves. Donc ces ressources-là, c'est une valeur qui s'ajoutera à ce que vous avez comme, bien sûr, ressources dans votre quotidien. Alors, bien sûr, le Centre Franco a mis à disposition, et il le met toujours, des ressources qui sont mises à jour et qui sont bénéfiques et qui s'alignent au curriculum et qui enrichissent l'enseignement et bien sûr l'apprentissage de nos élèves. Alors, je vais commencer par ici. Ici, la littératie, l'année de parution est septembre 2024. C'est une ressource qui approche les différents cycles de cycle élémentaire, donc primaire, moyen, mais aussi intermédiaire et même la 9e année. Donc, ce site, il offre une panoplie de ressources pour appuyer l'enseignement, mais aussi l'apprentissage. Il est présenté sous forme de guide, comme vous le voyez, un guide pédagogique en littératie médiatique, numérique. Il y a aussi un guide pédagogique portant sur la pensée critique en littératie, et aussi un recueil de notions fondamentales de la lecture et l'écriture de la première à la 4e année. Et nous allons voir ensemble comment ça se présente. Donc, nous avons, moi j'ai pris l'exemple parce que ça visait le cycle moyen, une leçon s'intitulait Naviguer sur le web et comment aiguiser les réflexes des élèves. Donc, cette activité, elle avait pour but, bien sûr, de faire toucher les élèves et de les conscientiser sur les risques d'aller en ligne, de chercher peut-être une information, aussi de sécuriser en ligne et d'être responsable de tout ce qui se passe par rapport sur les plateformes. Donc, il y avait des résultats d'apprentissage. Donc, c'était bien sûr les défis en matière de sécurité, et je me répète, et de responsabilité numérique. Il y avait aussi un vocabulaire qui était mis en place. C'était, par exemple, la vie privée, l'hameçonnage, etc. Il y a aussi, donc on vous donne vraiment, on vous déroule une leçon en complet. Il y a aussi des critères d'évaluation où l'élève doit démontrer une compréhension des termes et des concepts liés à la littératie médiatique et numérique. Et il faut savoir que c'est un sujet qui est en vogue depuis, et même les instituts d'été cette année ont mis le focus sur l'intelligence artificielle. Et c'est important de vraiment de travailler ceci avec nos élèves dès la maternelle jardin jusqu'à, bien sûr, la 12e année. La situation d'apprentissage qui se voulait dans cet exemple, c'est d'éveiller la curiosité et l'intérêt des élèves. Commencer par me présenter, bien sûr, une courte vidéo, moi c'est ce que je fais généralement, ou peut-être parler d'une histoire qui est authentique, pour mettre en scène dans ce cas-ci, un personnage qui est confronté à un défi en ligne et comment il peut décider de faire face. Il y a bien sûr des questionnements, toujours les questions attisent la curiosité. Pourquoi il est important
On peut poser la question pourquoi il est important de vérifier les sources d'information. Et aussi un volet de différenciation pour les élèves qui ont des besoins spécifiques. On ne les appelle plus enfants en difficulté, mais des élèves à besoins spécifiques, en leur fournissant un référentiel ou un glossaire et peut-être simplifié par des illustrations. Donc, les élèves, à travers cet exemple, vont analyser des scénarios, ils vont travailler en petits groupes, peut-être homogènes, hétérogènes, selon l'objectif qu'on se donne. Et peut-être par la suite, pour renforcer tout ceci, ils vont créer des affiches et aussi partager leurs connaissances. C'est une expérience d'apprentissage qui se veut pratique, engageante surtout, et axée sur le développement d'habilités à communiquer, surtout à l'oral, parce que le volet oral est très important, comme vous le savez, dans le curriculum, le nouveau curriculum de français. Je vais vous mettre cette ressource. Si vous voulez bien, je vais vous la mettre tout de suite, peut-être. Alors, je vais aller la chercher. Madame, Alors, excusez-nous, c'est comme si votre écran est figé en fait. C'est comme si elle est figée. ah oui, vous Oui, voyez parce que quoi? depuis, on est juste sur la partie, pas ici, littératie, résultats d'apprentissage, C'est vocabulaire, ça, mais c'est tout ce ça. que vous avez énuméré là, on n'a pas vu ce contenu. Ah oui, ça c'était, de toute façon, vous allez avoir ma présentation. Il y aura tout, il y aura toutes mes notes. Mais c'était juste un exemple que j'ai tiré de la ressource par ici, la littératie. D'accord? Je l'ai Ok, pris d'ici, de ce guide, si vous le voyez. D'accord? ok, Je vais oui. vous mettre le... C'est une bonne question, merci d'attirer mon attention. C'est que je voulais juste aller lentement pour que vous puissiez me suivre, mais je peux vous le mettre tout de suite, hein. Alors, HTTP. Alors, je vais juste enlever le partage. Par ici, la littératie. Par ici. C'est sur le centre franco. Par ici, la littératie. De toutes les façons, la littératie, EAV, AV.ca. Voilà. Si vous n'avez pas le lien, de toute façon, je vais tout mettre tout à l'heure, hein. Vous me dites si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, je vais le reprendre tout de suite. Ça va? Il ne s'affiche pas en lien. C'est juste comme une écriture, une simple écriture en fait. Ah, ok. Alors, je vais aller tout de suite le chercher. Ok. Juste un moment. Alors, normalement, j'avais un lien ici. Ça devait... Alors, copier le lien. Ok, je vais le remettre ici. Voilà. Non, ça, c'est la présentation. Désolée. De toute façon, alors, juste un moment. Alors, je vais l'écrire. Je pourrais vous l'écrire plus tard. Ça va? Alors, je vais continuer. Donc, c'était un exemple de ce guide que j'ai pris sur la littératie médiatique, parce que je voyais que quand même la littératie médiatique était vraiment une priorité. Aussi, nous avons une bibliothèque. Alors, la bibliothèque se présente comme suit. Il y a des activités, comme vous voyez, par cycle, donc cycle primaire, moyen, intermédiaire jusqu'à la 9e année, et elle offre une variété d'ateliers. Et il y a par cycle, par mot-clé, donc il suffit de mettre un mot-clé par rapport à ce que vous êtes en train d'enseigner, et un filtre. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir, comme moi j'ai choisi cet exemple, qui est un atelier de grammaire interactif.
et qui se donne au 4e et au 6e. Donc, ça permet d'approfondir les constituants de la phrase, les types de phrases, à travers un jeu de manipulation. Donc, il y a des résultats d'apprentissage, comme vous voyez, il y a un matériel, il y a de la différenciation, et surtout, il y a des annexes qui sont jointes. Donc, vous avez la possibilité, je veux juste revenir en arrière, la possibilité de jouer d'une façon ludique des concepts qui sont enseignés et qui sont renforcés à travers des regroupements, à travers des centres. À vous de voir et de juger comment vous le présentez. Moi, ce que je fais généralement, c'est par centre, hétérogène par rapport à la composante que j'ai. Donc, moi, cette année, par exemple, j'ai eu 28 élèves. Donc, j'ai pu tester ceci et c'est formidable. Et c'est vraiment ludique. Les élèves ne s'aperçoivent pas que vraiment, ils sont en train de travailler le français, mais ils le font et vraiment, ça reste ancré dans leur tête parce que c'est un jeu. Donc ici, vous voyez, donc c'est indiqué, on a des cartes de rôle, on a des types déclaratifs, on a des cartes de mots et à eux de voir. Et bien sûr, c'est de la communication orale. L'élève, il doit composer une phrase simple ou alors avec des ajouts, un adjectif, un adverbe, un déterminant. Vraiment formidable. Donc l'objectif, c'est de renforcer la compréhension et des structures des phrases et en améliorant la communication orale. Ça, c'était le premier. Merci Marie-Claude d'avoir mis le lien. C'est très apprécié. Ensuite, nous avons une deuxième ressource, parce qu'après le français, je voulais parler des mathématiques. C'est quand même un défi dans nos salles de classe pour certains, vu les a priori que certains se font de ça. Alors, j'ai mis en avant les pratiques efficaces inspirées par ATI. Je ne sais pas si des personnes connaissent. Donc, c'est un professeur et un chercheur à l'Université de Melbourne. Il est auteur d'un ouvrage qui a été, bien sûr, j'allais dire traduit, Visible Learning. Donc, c'est une étude qui vise à synthétiser les apprentissages qui sont significatifs dans nos écoles, dans le but d'optimiser l'effet des pratiques sur les apprentissages. Donc, je pourrais vous mettre, si vous voulez bien, ça par contre je l'ai. Alors, c'est une classification. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent? Ah si? Si vous pouvez me mettre sur le clavardage, oui. OK, alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont mis en avant. Et il y a surtout, moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'est le feedback, donc la rétroaction de l'enseignant. Et au jour d'aujourd'hui, l'évaluation se veut descriptive. Donc, la rétroaction doit être descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit mettre en avant le positif, aussi les pistes d'amélioration pour nos élèves. Et auparavant, on ne le faisait pas. Maintenant, ça aide même les parents. Moi, je l'ai constaté depuis, ça fait quelques années que je fais ça. Donc, il y a quand même moins de questionnements de la part des parents parce que tout est mis noir sur blanc, comme on dit. Et le parent est là pour voir réellement et déceler le problème et agir sur le tas. Donc, il y a aussi la relation, et ça c'est important, vous voyez la classification, 0,73, 0,72, c'est la confiance entre enseignant et l'élève. Il y a toujours un lien qui doit exister avec nos élèves. Et il y a des élèves qui, pour certains enseignants, posent des défis de comportement, et c'est le cas, mais lorsque nous arrivons à trouver une faille pour pouvoir approcher l'élève, je peux vous assurer que c'est un succès. Cette année, j'ai eu l'occasion d'animer des camps d'été pour le compte de Viamande
Et c'était pas mon école et j'avais à ma charge des élèves de l'autre école élémentaire. Et comme par hasard, la collègue qui était de cette école me disait, mais écoute, Elfeza, nous avons un élève qui pose problème là et personne ne peut l'approcher. Mais tout doucement, avec des stratégies, avec l'écoute active, avec de la souplesse, on est arrivé à vraiment euh, contenir cette énergie qui était en lui, qui n'était pas pour autant négative. Et il a vraiment passé un bon moment avec nous pendant ce camp d'été. C'est pour vous dire, la relation est très importante. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a parlé, c'est tout ce qui est résolution de problèmes. Et on va le voir dans les pratiques pédagogiques à fort impact. Il y a les conversations aussi authentiques, mais aussi la résolution de problèmes. Le processus est très important. Le résultat en est moins. Lorsqu'on est en train de résolver un problème, il faudra aller étape par étape et conscientiser l'élève sur la nécessité de comprendre ce qu'on recherche, de l'outiller pour qu'il puisse aller vers ceci. Donc, c'est vraiment une classification que je devais vous présenter parce que elle m'a inspirée et j'espère qu'elle vous inspirera aussi. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire aussi. Euh, donc j'ai mis une vidéo de ce qu'il a fait comme concernant justement son ouvrage. Je peux vous le mettre sur, si vous voulez, sur le clavardage, si j'arrive bien. Alors, il y a donc le lien. Je pourrais vous le donner. Alors, copier. OK. Voilà, il est disponible pour vous. Alors, c'est une conférence sur TED, donc il a parlé sur beaucoup d'aspects bien sûr, de l'apprentissage et de l'enseignement. Je continue. Donc, pour revenir à cette ressource, c'est une ressource intitulée Pratique pédagogique à fort impact en mathématiques. Année de parution, septembre 2024, le cycle scolaire de la première à la 8e année. Ce site web vise donc à établir une compréhension des pratiques qui ont un impact sur les mathématiques pour les différents cycles, à travers une vidéo qui est descriptive, vous allez la voir, mais aussi un document d'appui. Et aussi, j'allais dire, des vidéos de l'expérience de certains chevronnés en matière de pratique pédagogique. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire sur cette ressource. Il y a bien sûr les résultats d'apprentissage, on va les voir ensemble. Il y a, donc je vais aller juste ici, il y a l'enseignement en petits groupes qui peut, il y a les résultats d'apprentissage qui doivent être co-planifiés et co-écrits avec les élèves en début d'année. Ça, c'est très important. Ça, c'est le point sur lequel moi, je travaille beaucoup, les résultats d'apprentissage et les critères, et la rétroaction qui s'ajoute. L'enseignement explicite a toujours, bien sûr, son rôle, bien évidemment. Tout ceci, les conversations en mathématiques, à tout moment, il faudrait avancer avec les élèves sur des conversations du vécu, de notre vécu. Et souvent, ça intéresse beaucoup et puis ça renforce leur compréhension du concept à l'étude. Euh, il y a aussi les tâches et expériences de résolution de problèmes. Donc, c'est très important de passer d'enseigner aux élèves le processus de résolution de problèmes, mais aussi de donner des tâches authentiques qui sont tirées du vécu, parce que c'est comme ça qu'on peut faire le transfert, on va le voir plus tard dans notre ressource, le transfert, pour pouvoir avoir une possibilité de mieux comprendre l'utilité de ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui
demain. Donc, voilà. Aussi, on a les outils de représentation, c'est très important. Selon le profil que nous avons, il y a des élèves qui sont visuels, d'autres kinesthésiques. Selon le profil de chacun, on doit mettre à profit ceci. Les regroupements flexibles. Alors aussi, moi, je voulais justement parler du chapitre pratique délibéré, parce que ça m'a un peu donné envie de voir. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a l'évaluation par la triangulation. À tout moment, on doit avoir un moment pour parler, discuter, renforcer, approfondir un concept, peut-être apporter un plus pour un élève, différencier, donner plus d'explications à tel élève par rapport à un autre élève, etc. Donc, tout ceci s'inscrit dans les pratiques gagnantes qui sont à fort impact. Donc, cette pratique, donc ces pratiques, on va les voir maintenant à travers un exemple qui était la pratique délibérée. Donc, vous avez des vidéos qui sont explicatives, mais là, on vous dit l'enseignante qui est là, donc c'est Madame Josée Trépanier, enseignante de 6e année. Elle travaille pour l'école élémentaire catholique Franco-Nord. Elle a parlé de mesurer des angles sans utiliser de rapporteur. Et elle a vraiment expliqué ceci à une première étape. Et parce qu'elle dit, elle dit que elle a fait faire des groupes homogènes parce qu'elle avait des besoins différents et des profils différents. Mais aussi, elle aurait pu le faire autrement. Mais c'est juste pour différencier. Elle a favorisé la collaboration, les élèves étaient en train de travailler, ils étaient en train de se mettre sur la tâche, certains étaient en train de travailler en petits groupes, et elle avait présenté, elle avait utilisé en avant les maths, parce qu'elle trouve que c'est quand même et je le trouve aussi, c'est une très belle ressource en avant les maths. Le centre ressources aussi offre qui permet de suivre la compréhension et les concepts appris pendant la leçon. Donc, il y a des mini-leçons qui mettent en pratique tout ceci. Donc, elle a pu, à travers cette pratique délibérée, de voir les conversations qui se passaient entre les élèves dans les petits groupes, de s'asseoir auprès d'un groupe par rapport à un autre, d'apporter un appui, de permettre à d'autres élèves d'appuyer. Et n'oublions pas que l'enseignement par les pairs a toute sa valeur, parce que lorsqu'il s'agit d'un pair, il approche peut-être un peu plus facilement un jeune de son âge. Et c'est un procédé moi-même que j'utilise dans ma classe. Je vois qu'il y a des élèves qui vraiment, il y a une affinité, ils peuvent apporter, et ils sont très contents d'avoir l'appui de leurs collègues. Donc, lorsque la pratique est délibérée, ciblée, et bien planifiée, échelonnée, et jumelée à une rétroaction, parce que ça c'est très important, elle a un impact vraiment sans égal sur l'apprentissage des élèves. J'aimerais vous poser la question, parce que je pense que j'ai parlé un peu trop. J'ai une question par rapport au dernier diapo là. Pardon? J'ai une question là par rapport, vous avez présenté les pratiques pédagogiques, parce qu'on est en train de parler en fait des outils que le Centre francophone nous propose pour que nous puissions enseigner. Donc, Absolument. par rapport à l'exemple que vous avez présenté, ça voudrait dire que si je vais sur le site du Centre francophone, si je vais par exemple appliquer une pratique délibérée, je peux avoir accès à cette vidéo que l'enseignante a utilisée pour travailler l'aspect de mesure des angles sans rapporteur avec ses élèves et l'expérimenter dans ma salle de classe. Absolument, absolument. Bien sûr, le contexte est différent, vous allez me dire, ma classe est différente, mais à vous de prendre les outils qu'il y a et de voir ce qui marche pour vous par rapport à elle
mais c'est toujours bon. Vous avez des outils, vous avez des témoignages, vous avez des expériences d'enseignants chevronnés dans le domaine des mathématiques ou autres qui peuvent vous inspirer vraiment. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà, le fait de déterminer des mesures d'angle manquant sans pour autant utiliser le rapporteur, c'est quand même un challenge, un défi. Donc, lorsqu'on aura au début, lorsque vous aurez à expliquer le concept vraiment avec un rapporteur, etc., et parler de la complémentarité des angles complémentaires, etc., les élèves pourront vraiment vous suivre. Et c'est pour ça que j'ai mis en avant cet exemple. Mais merci. Vraiment, c'est une bonne question parce que sur le centre franco, vous avez plein de ressources. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'essaie d'un peu d'élucider et de vous mettre sur cette voie. Oui, parfois, quand on lit, on ne comprend pas très bien comment l'utiliser et tout. Il y en a beaucoup, Absolument. mais au niveau de l'utilisation. Oui. Vous avez surtout des vidéos. Ce qui est bien, c'est que vous avez des vidéos qui sont explicatives et vraiment par cycle. Donc, vraiment, et aussi j'allais dire, un document d'appui qui vous permet de suivre la démarche étape par étape. Voilà. Ça va? Bon, ça marche, c'est bon. Merci. Alors, j'aimerais vous poser, j'aimerais vous poser la question, pourquoi différencier à votre avis? Ça, c'est la troisième ressource. C'est une ressource qui se dit à l'écoute de chaque élève. Donc, j'aimerais vraiment que vous... alors, peut-on avoir la version PDF des textes, mon mag à moi, que j'apprécie beaucoup, mais qui sont seulement sous forme numérique? De ce que je sais, c'est qu'il n'y a que des versions numériques de ce que je sais, hein. Cela dit, je vais vérifier pour vous, mais moi-même, je l'utilise en format numérique. Merci, Jean-Baptiste. C'est bien, Jean-Baptiste? Oui? Oui. Vous pouvez prendre le micro, hein, Jean-Baptiste? Oui, voilà. Donc, c'est les formes numériques. Vous savez qu'aujourd'hui, le numérique prend le dessus sur tout. Donc, la facilité, la rapidité, même pour nous, les enseignants, comme pour les élèves, on aime tout ce qui est disponible dans la minute. À l'écoute, donc, j'aimerais que vous puissiez, parce que j'aimerais bien que ça soit plus interactif, pourquoi on fait de la différenciation pour vous? Pourquoi vous faites ça dans vos salles de classe en tant qu'intervenant dans vos classes? Est-ce que je pourrais voir ce que vous avez à dire? Oui, je vois, il n'y a rien encore. Vous pouvez prendre le micro, hein. Pourquoi on différencie? Pourquoi on fait de la différenciation? Oui, n'hésitez pas. Oui, pour mieux répondre aux besoins particuliers de chacun de mes élèves. Merci, Craig. Oui, pour toucher chacun de mes élèves dans sa particularité et son unicité. Bravo, c'est trop bien. Des cas. Donc, pour Gilles, pour rejoindre tous les types d'apprenants, motiver les élèves. Pour Angèle, pour que tout le monde apprenne différemment. Excellent. Vous avez de très, très bonnes réponses. Ben oui, vous êtes des personnes du terrain. Donc, Christine, cette approche favorise la réussite éducative de tous. Oui, excellent. Et leur autonomie et leur motivation avec un environnement d'apprentissage plus inclusif et équitable. Apprendre le respect, Nancy. Excellent. Ben, vous avez vraiment bien défini ceci. Et je ne vous cache pas que cette ressource m'inspire et me parle aussi parce que, effectivement, lorsqu'on fait de la différenciation, on cherche à assurer pour combler les besoins de chaque élève. Merci Lydie, bravo. Euh, de très très bonnes réponses. Pour assurer, bien sûr, vous l'avez si bien dit avec vos mots, la réussite scolaire de tout et de tous, pour soutenir la motivation, et ça c'est très important, parce que souvent on perd, lorsqu'on ne fait pas de la différenciation, euh, l'élève est démotivé et on risque de le perdre. Et ça c'est le défi que nous avons dans nos salles de classe.
styles différents d'apprentissage, Nadia, Myriam, pour donner la chance de réussir à chaque élève, excellent. Et pour répondre aux besoins, vous l'avez dit tout à l'heure, chaque élève a un style particulier et a aussi des façons d'apprendre pour stimuler l'imaginaire. Bravo, Nancy, excellent. Eh bien, tout ce que vous venez de dire est très juste. Donc, cette ressource, moi, je vous la conseille, si vous ne l'avez pas peut-être utilisée, c'est qu'elle tient compte de la diversité. Et nous avons beaucoup d'élèves qui viennent de partout et qui viennent avec leur boîte noire, à leur culture, leur façon de faire, leur passif, leur expérience. Et on doit miser sur les forces des élèves au début et miser sur les forces et les intérêts. Et l'élève vraiment est au centre de l'apprentissage, de l'enseignement et de l'évaluation. En mettant en pratique cette différenciation pédagogique, nous autres, les enseignants, on peut avoir un impact positif dans la réussite et on peut faire changer les choses et assurer un bien-être de chaque élève. Chaque élève se sentira réellement dans son élément, dans sa classe à lui, il n'est pas mis de côté, il est vraiment inclusif, il est dans sa petite famille, parce qu'il faut savoir que nos élèves passent plus de temps en classe que chez eux. Donc, c'est très important d'assurer ceci. Cette ressource, que vous dire, elle présente des principes de base de la différenciation, comme vous l'avez si bien défini déjà, et des outils pratiques. Et ça offre des outils pratiques pour faciliter la mise en œuvre de cette différenciation dans une salle de classe et des pistes pour appuyer ceci et surtout des actions. Donc, c'est vraiment aussi, il faut savoir que c'est une mise à jour du guide à l'écoute de chaque élève grâce à la différenciation qui était mis en circulation en 2007. Je voudrais parler aussi de quelqu'un qui s'appelle Pérénou Philippe, qui est un docteur en sociologie et en anthropologie, qui dit deux individus n'ont jamais exactement le même parcours éducatif, même s'ils se tiennent la même main durant des années. Ça veut dire que chaque élève est capable d'apprendre à son rythme. Il suffit vraiment de lui donner les conditions appropriées. Ça va? Est-ce que je peux continuer? Vous avez des questions? Si vous pouvez me faire un petit pouce ou... Ça va. OK. Je vais continuer. Alors, nous avons tout d'abord, parce que c'est la clé de la réussite, je comprends la différenciation. Qu'est-ce que c'est la différenciation? Quoi différencier et comment différencier? Donc, ce que l'élève doit apprendre des attentes du curriculum, elles doivent être, bien sûr, elles doivent rester intactes, mais la façon doit changer selon le profil. Il y a aussi un autre aspect, donc il y a le contenu, mais aussi les processus. Comment les élèves apprennent? Donc, les activités qu'on donne, il faut les varier, il faut les mettre dans un éventail plus large, les rendre ludiques pour permettre à chaque élève, de comprendre ce qu'on attend de lui. Aussi les productions, ce que font les élèves ou ce qu'ils produisent montrent ce qu'ils ont appris. Donc, ils peuvent le montrer différemment. Et c'est pour ça que nous avons la triangulation qui est importante pour nous parce qu'on peut voir un peu plus largement les choses par rapport à chaque élève et s'adapter à chacun. Des fois même, une adaptation simple peut changer le cours de l'histoire, j'allais dire, de l'apprentissage de l'élève. Il m'est arrivé cette année, l'année passée en fait, que j'avais un élève qui devait avoir qui cherchait de l'intérêt et qui a tout fait pour me faire comprendre qu'il voulait être à mes côtés, juste à côté. Juste ça. Juste ça.
ça a changé les choses et il est devenu le petit enseignant. Il est toujours là en train d'aider madame. Elle fait ça et il me dit, madame, voilà, il y a la surveillance. C'est des petites choses qui font les grandes choses. Vraiment. C'est pour vous dire vraiment des petits gestes qui font qu'un élève peut aller à un niveau supérieur. Donc, je comprends la différenciation, d'accord? Donc, ça, c'est aussi les intérêts de l'élève. Moi, je pense que c'est important de mettre ceci en avant, même lorsqu'on fait, j'allais dire, un plan un PEI, j'allais dire, pour un élève, quel qu'il soit, ou même ordinaire, on doit voir les DSO et voir l'intérêt. Quels sont ses intérêts? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qui l'intéresserait le plus? Et ça, c'est au cours de l'année, c'est comme la carotte qu'on donne à l'élève. C'est quelque chose qui peut appâter, qui motive, qui peut le laisser là en train de chercher ceci, tout en vous donnant ce que vous cherchez pour qu'il puisse vraiment avancer sans se rendre compte qu'il est en train de vraiment d'avancer très, très bien. Alors, je vais continuer. Il y a un deuxième chapitre qui est s'organiser. Lorsqu'on sait quel est l'intérêt de la différenciation, on sait pertinemment comment s'organiser. Et comme vous voyez, les réflexions sur les pratiques, comment s'organiser, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons les mathématiques, par exemple, qui se font de façon j'allais dire, qui s'enseignent de façon différente, à rebours, chacun comment il voit les choses ou son expérience. Donc, c'est important de s'organiser, de mettre ceci dans nos planifications, aussi de concerter, pourquoi pas, des enseignants, donc à travers des caps, trouver aussi des stratégies qui sont gagnantes. Souvent en début d'année, moi, je vais consulter, en plus des DSO, mais aussi je consulte et je discute avec des enseignants, des élèves que j'ai cette année, pour voir quelles seraient les stratégies qui ont pu donner un peu plus d'impact pour que cet élève soit vraiment au niveau, on va dire. Il y a aussi les stratégies, les projets, ça marche aussi. Il y a des élèves qui marchent avec des projets. Il y a aussi des petits groupes, comment on façonne des petits groupes homogènes ou hétérogènes, selon le profil que nous avons et selon aussi ce qu'on recherche, selon l'objectif qu'on se donne. Ça va? Là, j'enseigne en mettant mes élèves au centre de leur apprentissage. Très important, le climat de classe. La gestion de classe, c'est très important au début d'année. Il faut vraiment co-enseigner les résultats, les règles de la classe, les routines, aussi faire attention aux routines lorsqu'il y a des élèves qui niaisent. Pourquoi? Et devancer ceci euh, j'allais dire, anticiper sur ça, sur ce genre de comportement, peut vous sauver beaucoup de temps et vous permettre d'avancer. Parce que si on n'a pas une gestion, et je le dis toujours, une gestion correcte de la classe, on ne peut rien enseigner. Si on n'a pas nos routines, et il y a des élèves vraiment qui sont très routines, lorsque on ne met pas ça noir sur blanc au tableau, au début d'année, on ne peut pas aller plus loin. Il y aura on va on va sûrement se retrouver avec des comportements, on va gérer les comportements au lieu d'enseigner, etc. Donc, il faut trouver à chacun son style, ses intérêts, ses forces et aussi peut-être les besoins qu'il a, juste en lui proposant des petites adaptations qui pourraient peut-être lui faire que du bien. Donc, les rôles de chacun, c'est très important. La communauté, l'école a un rôle, l'élève a un rôle, les parents ont un rôle et bien sûr la communauté d'apprentissage. À travers les CAP, à travers nos rencontres, nous sommes là pour justement pour collaborer parce que l'esprit de collaboration, c'est le moteur d'une CAP.
Lorsque un personnel ou un enseignant s'isole, ce n'est pas bon. Il ne pourra jamais, ou il prendra plus de temps pour trouver des solutions. Ce serait bien de collaborer toujours avec chacun des intervenants au niveau de votre école, au niveau de votre corporation, juste pour apporter ce qu'il faut au moment donné. Donc, j'insiste sur la communauté d'apprentissage parce que je pense que lorsqu'on travaille ensemble, moi j'ai 4-5, j'ai une collègue, par exemple 3-4, on travaille ensemble sur les 4, on essaie de trouver des stratégies, elle propose, je propose, j'ai des élèves avec lesquels ça marche, pour elles peut-être pas, on anticipe, on essaie on fait des essais-erreurs, bien sûr, mais c'est toujours bénéfique pour approcher et aider chaque élève à apprendre d'une façon efficace et améliorer, bien sûr, la capacité de l'école. Donc, je me répète, mais pendant ces rencontres, on vise des priorités, on parle des éléments qui sont importants, on se pose des questions comme qu'est-ce que nous voulons que nos élèves apprennent, comment on pourrait savoir qu'ils ont appris, comment on réagit lorsque nos élèves ne montrent pas ce que la compréhension des attentes et des contenus d'apprentissage. Tout ceci rentre dans ce volet. Ça, c'était donc à l'écoute de chaque élève. Alors, la quatrième ressource, et ça, je vais vous toute la présentation vous sera donnée. Je vais la mettre tout à l'heure sur clavardage. Les continuums de compétences transférables. Comme vous voyez, les continuums, donc c'est une ressource, la quatrième. Je voulais échelonner ceci comme ça, donc c'est le français, les mathématiques, un peu la différenciation pour finir par les continuums de compétences transférables. Donc, cette ressource s'adresse bien sûr, comme pour j'allais dire les élèves, mais aussi les enseignants et les directions. Elle permet de développer des compétences transférables. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu mets en œuvre pour plus tard, parce que nous sommes dans dans de la compétition, donc où vraiment toute compétence j'allais dire, a son apport. Il y a des outils pédagogiques qui aident à développer des compétences essentielles et pour la réussite des élèves dans leur vie personnelle, je commencerai par les élèves, et professionnelle. Surtout dans un monde qui est compétitif au jour d'aujourd'hui avec l'IA, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la compétition, elle est là. Donc, il est important d'outiller nos élèves. Alors, ça, donc le continuum destiné, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un qui est destiné pour les élèves, d'autres pour le personnel enseignant, mais aussi pour les directions. Donc, je me suis attardée sur les deux, étant donné que nous sommes enseignants et nous avons des élèves. Et pour la direction, il y a des rajouts en matière, bien sûr, de mondialisation, de tout ce qui est stratégie gagnante, bien sûr, à renforcer au niveau de l'équipe. Donc, le continuum se présente comme suit. Il présente 7 compétences, on va les voir, transférables, qui sont définies par le ministère de l'Éducation. Il y a comme, j'allais dire, un outil qui te permet de voir comment tu progresses, une échelle de progression. Donc, vraiment, c'est un continuum qui te permet de te voir, et il sert d'appui pour pouvoir vraiment t'appuyer, pour progresser. Donc, on voit les habilités, les manifestations à développer, le niveau de l'élève, la progression ciblée et la progression atteinte. Donc, mais ce n'est pas vraiment un outil qui sert d'évaluation, qu'on s'entende. Hein. C'est vraiment une progression qui permet c'est un barème de référence pour discuter juste avec nos élèves de la progression du développement de leurs compétences transférables dans le monde de demain, dans le monde du marché du travail. Alors, il y a ici, tout d'abord, l'apprentissage autonome avec trois paliers ou 3 niveaux. L'apprentissage, donc,
il comprend comment on apprend, donc prise de conscience de comment on apprend, de développer la mentalité de croissance, c'est très important, de conscientiser les élèves sur ceci et surtout de maximiser son bien-être et son intelligence émotionnelle. Donc, à travers, bien sûr, des outils. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la prise de conscience et la gestion de ces processus d'apprentissage prennent du temps. Donc, il faudra travailler ceci tout au long de l'année et des années pour pouvoir arriver, bien sûr, aux résultats escomptés. Il y a aussi l'autoréflexion qui fait penser à façon comment on apprend, ça c'est la métacognition. Aussi les adaptations, le bien-être, tout ceci est mis en avant pour pouvoir garantir cette croissance d'habileté ou cette habileté. Donc, je continue. La deuxième, c'est la citoyenneté mondiale et la durabilité. Elle fait un peu référence à la compréhension des différentes perspectives, visions du monde, aux enjeux politiques, aux enjeux environnementaux. Pas plus tard qu'hier, je regardais et je suivais avec beaucoup d'attention comment les enjeux environnementaux pourraient être dépendants de l'utilisation artificielle par l'électricité, par l'énergie. Et c'était vraiment une très belle intervention d'un des animateurs. Donc, pour vous dire, il faut conscientiser ceci. Les élèves doivent être conscients de ça, des enjeux économiques pour vivre dans un monde qui est contemporain, qui est moderne, mais qui est interconnecté et on le souhaite durable. Il y a aussi de la motivation, bien sûr. Il y a aussi travailler avec la responsabilité, avec éthique et reconnaître la diversité culturelle. Donc tout ceci, c'est bien donc dans une des compétences transférables, telles que dictées par le ministère. La collaboration, ça va? Alors, la collaboration met à contribution l'interaction entre les habiletés cognitives, donc penser et raisonner, la communication interpersonnelle entre deux personnes, intrapersonnelle. Et c'est nécessaire pour travailler avec les autres de façon, bien sûr, efficace. Elles sont développées tout au long du processus d'apprentissage de nos élèves et elles doivent être travaillées, renforcées tout au long de leur scolarité jusqu'à ce que ça soit un acquis. Donc, voilà, donc ça, c'est la collaboration. Je vois aussi le temps, il ne me reste pas beaucoup. Communication, donc ça renvoie un peu à tout ce qui est l'expression de messages. Elle peut être la lecture, l'écriture, la création, le parler, les multimédias, tout ça. Donc, on est vraiment, une communication efficace se doit et nécessite de plus en plus une compréhension des perspectives mondiales et locales dans le contexte dans lequel nous vivons. Enfin, l'innovation et la créativité et l'entrepreneuriat. Et ça, c'est des habiletés qui favorisent l'habilité, donc de passer des idées à l'action. Donc, comment on passe du théorique aux pratiques, afin de répondre aux besoins d'une communauté. Donc, ces compétences comprennent la capacité d'élaborer des concepts, de mettre ceci en pratique et aussi de trouver de nouvelles solutions à des problèmes économiques, sociaux, environnementaux. Donc, sans vous dire que développer ces compétences, ça demande une volonté, un rôle de leader, de prendre des risques, de faire des erreurs, d'adopter un mode de pensée critique et pour pouvoir vraiment arriver à faire explorer de nouvelles stratégies. Et l'esprit d'entrepreneuriat est à cultiver, est à alimenter à chaque moment pour pouvoir l'avoir comme habilité acquise. Pensée critique, toujours
La pensée critique est au devant et la résolution de problèmes, comme on l'a vu dans nos ressources. Elle permet d'aborder des questions et des problèmes qui sont du vécu, de poser des jugements, de raisonner, de prendre des décisions éclairées, de réaliser des actions et aussi d'interpréter des informations, de comprendre ceci. Et la compétence, celle-ci transférable, est très importante. Et elle a un impact positif sur, bien sûr, sur le monde qui nous entoure et elle contribue, bien sûr, à la réalisation donc du plein potentiel en tant que citoyen responsable, engagé et, et pour une perspective durable. Littératie numérique, alors l'IA, tout ça, donc je vous dis, c'est quand même un sujet qui est en vogue. La littératie numérique comprend les habilités à utiliser, à les mettre en pratique ou en application de façon éthique, sécuritaire, responsable pour résoudre les problèmes. Donc, à l'ère de la technologie, il faudra apprendre ceci, enseigner ceci pour pouvoir avoir les résultats qu'on veut. On ne veut pas de plagiat, on ne veut pas du copier-coller, on veut outiller les élèves, avoir un continuum dans leur processus pour qu'ils puissent utiliser ça et ne pas être tributaire juste de ça. Donc, les habilités de littératie numérique, c'est pour des citoyens de demain à l'ère numérique et qui reconnaissent leurs droits, mais aussi leurs responsabilités pour travailler dans un monde qui est complètement interconnecté. Et il me reste 2 minutes. Alors, ici, on a aussi cette ressource, comme je l'ai dit, qui est valable aussi pour la direction, mais pour les enseignants. Elle s'adresse au personnel. Donc, aussi, nous avons une échelle de progression pour nous fixer des objectifs par rapport à ce qu'on se fixe comme compétences, comme nous, comme nos élèves. On a la compétence pédagogie responsable, bien sûr. On doit être responsable, on doit privilégier les approches qui sont et des modèles qui intègrent des compétences transférables. On doit faire appel à différentes stratégies dans l'évaluation. On doit vraiment veiller à l'évaluation au service de l'apprentissage et toujours adopter une posture d'apprenant et une mentalité de croissance pour pouvoir être à l'affût des tendances et de tout ce qui s'offre à nos élèves pour une pédagogie qui se veut moderne. Il y a des partenariats, comme tout à l'heure je l'ai dit, très important de faire appel à différents partenaires existants à l'école ou dans la communauté, mais aussi pour pouvoir enrichir des situations d'apprentissage pour nos élèves. Et puis adopter différents rôles en fonction de l'intention afin d'être en partenariat avec nos élèves dans leur apprentissage. Je finis donc des environnements d'apprentissage flexibles. Donc, créer des environnements qui sont accueillants, bienveillants, qui favorisent l'innovation, la pensée créatrice, afin que les élèves prennent des risques et tirent des leçons. C'est très important, je le dis toujours à mes élèves, il faut faire des erreurs pour apprendre. Il n'y a pas de mal à faire des erreurs. Donc, très important d'inciter les élèves aussi à collaborer, à contribuer à la vision de transformation et à mettre à profit une variété d'environnements physiques et virtuels et mettre à profit cette variété pour nos élèves. Voilà, donc c'était les ressources que j'ai utilisées pour cette présentation, cette formation. Elles sont toutes du Centre Franco, mais vous avez sur EduSource aussi, vous avez la possibilité d'avoir bien sûr les mêmes ressources, mais elles sont au nom du Centre Franco. Pour vous dire, pour finir, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai mis en avant certaines ressources que j'avais vraiment explorées. Je vous appelle à explorer, vous aussi, à l'approche de la rentrée scolaire.
Aussi, je vous souhaite vraiment une belle rentrée, une belle année scolaire. J'espère que ces petites ressources ou ces ressources vous ont donné le goût à les tester dans votre classe ou là où vous êtes. Et voilà, donc pour revenir aux résultats, donc c'était ça l'idée, c'était que on mette en lumière des ressources du Centre Franco, pour que vous puissiez les tester selon les réalités de vos classes, mais aussi les réalités du curriculum de l'Ontario, qui change, qui excelle, qui apporte des petits rajouts pour la simple raison que nous sommes là pour vraiment accompagner nos élèves dans leur apprentissage. Je pense que j'ai dépassé de 2 minutes, hein, lui. Voilà. Merci Écoute, encore. Est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau le lien de la présentation, s'il vous plaît? Absolument, absolument. Je vais vous le Merci. donner tout de suite. alors donc, El Faiza, tu peux aussi mettre le lien pour Oui, l'évaluation, oui, là. Bon. Alors donc, oui. écoute, un grand merci pour cette présentation de ressources aujourd'hui. C'était complet. Finalement, on n'a pas rien d'autre à ajouter. C'était bien fait, c'était complet, ça donne le goût d'explorer. Alors, un grand merci. J'arrête Merci. l'enregistrement et je vous reviens avec le mot de la fin. Oui.